Et encore bonjour, j'ai déjà enregistré un podcast ce matin, mais au cours de la journée en fait, m'est venue l'idée de ce nouveau podcast. Donc voici, en fait c'est surtout suite à un commentaire que j'ai reçu sur une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours déjà. Ce podcast, je l'ai appelé « Utiliser l'IA pour penser, triche ou simple outil ». On vit une époque folle avec l'IA, et c'est sans compter avec la robotique qui arrive. On verra sûrement de notre vivant des robots comme dans Star Wars ou iRobot. En fait, on ne pourra pas y échapper, quoi. Et à quelle échéance ? À 5 ans, 10 ans ? Est-ce que bientôt on aura tous un clone virtuel qui travaillera 24 heures sur 24 pour nous ? Enfin, avant les robots de métal, nous avons déjà les robots générateurs de mots. On a déjà des tas d'applications de l'IA aujourd'hui. Tout ce qui est texte peut passer à la moulinette de l'IA. Est-ce qu'utiliser l'IA, c'est tricher ? Est-ce que ce n'est pas fair play dans un débat, un dialogue basé sur un échange d'arguments, d'utiliser l'IA ? Est-ce déshonorant de confronter ces arguments à une IA avant de les envoyer à un contradicteur ? J'ai reçu un commentaire à ce sujet. Je tiens d'abord dans un premier temps à remercier cet auditeur, dont le commentaire est long et hyper littéraire, sur mon article sur le fascisme et sur l'utilisation du terme comme insulte contre toute forme de droite. Donc ce commentateur me critique en fait seulement sur la forme, sur l'utilisation d'une voix IA, ce que je ne fais plus du coup, vous entendez bien actuellement, un vrai humain et ma vraie voix. Je suis un humain qui lit un texte préparé à l'avance par contre. Ce n'est pas du live, mais un discours construit, travaillé, comme pour toutes les vidéos précédentes. Alors cette phrase a été écrite il y a quelques heures. Je brode un peu autour des fois, mais je ne suis pas à l'aise dans l'improvisation. Je n'ai jamais été un as de la répartie. Je ne suis pas un bleu en débat non plus. Je dirais même que j'aime ça, mais je peux me faire malmener assez facilement en débat contre des débatteurs expérimentés. Donc je préfère l'écrit à l'oral. D'ailleurs, à vrai dire, je n'ai fait cette chaîne que parce que je sais bien que les versions sous forme d'articles sur le site metapolitique.fr ne toucheront potentiellement pas autant de monde. J'écoute pas mal de vidéos YouTube, mais je préférais les lire en fait. Déjà, on lit bien plus vite qu'on écoute, et on retient mieux. Lire oblige une concentration sur le texte. Si on pense à autre chose, on perd le fil. Lire force à se concentrer, et je le répète, on lit bien plus vite qu'on écoute le même texte. Quand j'écoute une voix, j'ai beaucoup plus l'occasion d'être perturbé, de faire autre chose en parallèle. Il m'arrive par exemple en vidéo call avec des clients de faire autre chose, de profiter de ce qu'un interlocuteur parle pour répondre à un message chat qui n'a rien à voir. En parallèle, je regarde de moins en moins de films ou séries, mais quand c'est le cas, si je m'ennuie, je vais répondre à les messages sur mon téléphone par exemple. Impossible bien sûr en lisant un livre, même sur son téléphone, de faire pareil. Je m'éparpille, le sujet dont je voulais parler est l'IA et son utilisation pour écrire et argumenter. Le fait que l'IA aujourd'hui nous permet bien plus de choses qu'avant. Elle nous aide à être meilleurs à l'écrit, plus clairs, plus structurés, et surtout à produire plus vite sans renoncer à nos idées. Reprenons le commentaire sur ma vidéo, au-delà de l'insulte, qu'est-ce que le fascisme réel ? Mon but était simple, exposer ce qu'est le fascisme historiquement et montrer en quoi l'utilisation du terme comme insulte fourre-tout contre toute forme de droite est stupide et paresseuse. Le texte de cette vidéo avait été rédigé par moi, puis lu par Eleven Labs sur un clone de ma voix. Aujourd'hui, vous entendez un vrai humain qui lit un texte préparé, ce qui reste, avouons-le, un discours construit et travaillé, pas du live improvisé. Donc le Gus qui a écrit ce commentaire adopte un style en poulet, je vous laisse regarder, mais je trouve ça plutôt flatteur, ça aurait pu être une insulte, comme sur beaucoup d'autres chaînes. Au final, le commentateur ne critique pas du tout mon article sur le fascisme, il utilise ma vidéo comme simple prétexte pour développer une thèse plus large et philosophique. L'IA générative produit un langage déraciné qui pollue l'espace informationnel, aplatit l'expression et rend impossible les vraies critiques. Alors là, il dit même que c'est y compris l'ad hominem qu'il défend comme légitime et essentiel en politique. Utiliser l'IA serait une dissimulation, une lâcheté dialectique, un refus du combat honorable. Bref, de la guerre perfide de langage, selon ses propres mots, plutôt qu'un débat à armes égales. Son attaque sonne intellectuelle et touche une vraie angoisse contemporaine sur l'authenticité à l'ère de l'IA, mais elle a ses faiblesses. Le point central en réalité est simple. Sa critique porte uniquement sur la forme, jamais sur le fond. Pas une contradiction précise, pas un argument discuté. Il me reproche l'outil, pas les idées. D'abord le style, vocabulaire compliqué pour rien, sémiotique appliquée, métalangage implicite, densité informationnelle, phrases interminables, effet de manche. On se croirait chez les précieuses ridicules de Molière, ou mieux encore dans le film Ridicule de Patrice Lecomte, qui se passe à la cour de Louis XVI. Dans ce film, ce ne sont pas les provinciaux candides qui finissent le plus ridicule, mais les courtisans qui se croient supérieurs avec leur bel esprit, leurs piques élégantes et leur verbiage sophistiqué.
Le long commentaire précieux de ce monsieur me fait furieusement penser à ces salons de Versailles, d'autant qu'il ne dit strictement rien sur le fond de mon texte, sur le fascisme. L'ironie, c'est qu'un commentaire aussi long et travaillé ne répond à aucun point précis de la vidéo. Enfin, je le remercie pour ce commentaire. Bon, maintenant, voilà, ma réponse concrète, c'est que je ne délègue pas ma pensée, j'ai vraiment écrit le texte de la vidéo en question. L'IA intervient comme un outil pour clarifier, reformuler, structurer. Dire que c'est déléguer sa pensée, c'est comme dire que utiliser Word, c'est déléguer l'écriture, utiliser Google, déléguer la recherche. J'ai utilisé les outils disponibles aujourd'hui pour rendre mon texte initial plus clair et accessible, mais les idées, les choix, les lectures présentées, y compris d'auteurs d'ailleurs plutôt à gauche, restent entièrement les miens. C'est aussi une question de temps. J'ai un travail, une entreprise avec 40 employés, cette chaîne n'est qu'un hobby. L'IA me permet de sortir du contenu de qualité bien plus rapidement. Écrire, enregistrer, traiter l'audio et monter une vidéo prend énormément de temps. Rien ne l'empêchait de me répondre point par point sur le fond ou de m'envoyer un lien vers un article qu'il aurait écrit sur le sujet. Mon texte n'est évidemment pas inattaquable, mais je ne sais toujours pas ce qui lui gêne concrètement dans mes propos sur le fascisme. Enfin, je peux l'imaginer. Quant à l'honneur et le combat honorable évoqué, bon voilà, maintenant je suis passé sur ma vraie voie, donc je pense que c'est bon. Il ne pourra plus m'attaquer sur la génération de voix IA. Est-ce que le terrain est libre alors pour une vraie confrontation d'idées ? Ce genre d'attaque n'est pas isolé. Dès qu'un acteur politique ou un créateur de contenu utilise l'IA pour accélérer sa production ou améliorer sa communication, les mêmes reproches moralisateurs ressurgissent. Pourtant, l'IA devient un outil banal dans les campagnes électorales, et les critiques se concentrent souvent sur ceux qui osent l'assumer ouvertement, plutôt que sur le fond de leurs propositions. Un exemple récent et emblématique est la campagne de Sarah Knafo pour les municipales à Paris. La candidate Reconquête a été violemment dénoncée pour avoir utilisé des images et des vidéos générées par IA sur son site et ses réseaux sociaux. Bon, elle a fait des scènes de bouchons parisiens, ou même d'une agression nocturne pour illustrer l'insécurité. Ses adversaires et certains médias l'ont accusée de créer un pari fictif ou de manquer de transparence. Knafo assume pourtant cette approche, elle y voit un moyen moderne et efficace de montrer les problèmes de la capitale de façon visuelle et impactante, sans prétendre que chaque image est une photo authentique. Ironiquement, pendant que ses détracteurs crient au scandale sur la forme, ils évitent souvent de débattre du fond, son programme sécuritaire, ses propositions sur la vidéosurveillance, sa vision d'une ville heureuse. Là encore, on attaque l'outil plutôt que les idées. Ce qui est fascinant, c'est que les mêmes personnes qui crient au scandale quand on utilise l'IA pour produire du contenu oublient souvent l'autre face de la médaille. L'IA peut être un outil redoutable pour tester, structurer et pousser les idées jusqu'à leur conclusion logique, sans les filtres habituels du politiquement correct. Un exemple frappant et presque opposé est celui de Curtis Yarvin, un penseur américain néo-réactionnaire, une figure de la Dark Enlightenment, dont la pensée sort largement des sentiers battus idéologiques, même considérée comme extrême par beaucoup. En fait, elle n'a rien à voir avec ce qu'une IA pourrait produire de généralement politiquement correct. Et pourtant, il a publié sur son blog en janvier 2026 une longue conversation avec Claude, le modèle de chatbot IA d'Anthropic. Il commence le dialogue avec l'IA par le terme woke, le fait évoluer vers progressiste, puis vers communiste, et parvient par un dialogue socratique patient et rigoureux à faire admettre à l'IA que les États-Unis fonctionnent aujourd'hui comme un régime communiste orwellien, avec un contrôle institutionnel des universités, médias, administration, une police du langage et une continuité historique des réseaux sociaux progressistes depuis les années 1930. Yarvin ne triche pas, il utilise l'IA comme un sparring partner intellectuel, extrêmement patient, capable d'explorer des chaînes logiques longues sans se fatiguer ni s'énerver. Résultat, il red-pile littéralement le modèle en lui faisant reconnaître des vérités que Claude, par défaut, aurait refusé d'admettre aussi clairement. Ironie suprême, ceux qui accusent l'IA de produire du langage déraciné ou de polluer le débat sont souvent les premiers à craindre qu'elle soit utilisée pour démonter leur propre cadre idéologique. Dans un autre registre, on peut se demander si la critique virulente de l'IA ne revient pas au fond à critiquer le simple fait de lire des ouvrages qui résument ou synthétisent la pensée d'autres auteurs. Je suis actuellement en train de lire L'anarchie positive du bon usage de Proudhon de Michel Onfray. C'est un pavé de plus de 500 pages, qui reste pourtant bien plus abordable que les œuvres complètes de Pierre-Joseph Proudhon lui-même, qui font souvent plus de 1000 pages et ont un style dense, parfois pénible, du 19e siècle. Proudhon est un philosophe français né en 1809, l'un des premiers penseurs à s'être revendiqué anarchiste. Il a côtoyé à Paris dans les années 1840, un jeune Karl Marx, alors âgé d'une vingtaine d'années, loin de l'image du patriarche à la barbe blanche qu'on voit souvent sur les images, et Bakounine, autre idéologue anarchiste fameux. Donc on imagine Marx à 26 ans, intellectuel ambitieux et encore relativement inconnu, à Paris discutant avec un Proudhon de 35 ans, déjà reconnu comme théoricien autodidacte issu du monde ouvrier. Pendant quelques mois, ils se fréquentent, et ces discussions parisiennes ont profondément marqué Marx, qui s'est largement inspiré des analyses proudhoniennes sur la propriété, l'économie, la critique du capitalisme.
Bon, pourtant, quelques années plus tard, Marx écrira une charge violente contre Proudhon, l'accusant de socialisme utopique et de petite bourgeoisie, ce qui est plutôt paradoxal quand on connaît Marx qui s'est marié avec une baronne et Proudhon qui lui est vraiment issu d'un milieu ouvrier. Bon bref, je reviendrai sur ce livre en temps et en heure. En fait, l'idée c'était de dire que sachant à quel point Proudhon peut être ardu à lire dans le texte original, même en français, en étant français, en fait je préfère passer par le filtre d'Onfray. Celui-ci a lu l'œuvre complète de Proudhon, ses livres, sa correspondance et des carnets inédits sur lesquels il notait ses idées. Donc est-ce tricher que de bénéficier de cette synthèse honnête et documentée, plutôt que de lire les livres d'origine de l'auteur ? En fait, si on suit la logique du commentateur, en fait, lire Onfray sur Proudhon, plutôt que l'original, serait presque aussi déshonorant que d'utiliser l'IA pour clarifier ou accélérer sa réflexion. Pourtant, personne ne songerait sérieusement à dénoncer une telle médiation comme une lâcheté intellectuelle. Bon, je reviendrai bientôt sur ce livre sur Proudhon, qui est un auteur que je connais depuis longtemps, parce que je me considère en partie anarchiste de droite. Bon, concernant la méthode d'écriture de mes articles, j'utilise ChatGPT, Claude, Grok et Gemini. En fait, je paye les 4 dans le cadre de mon boulot, donc j'utilise ces IA constamment. D'ailleurs aussi Claude Code, Claude Cowork, Codex, Antigravity. Voilà, bon, pas mal d'outils que les personnes dans l'informatique reconnaîtront. En parallèle, je pense avoir une bonne capacité de lecture. Enfin, j'essaie de lire en permanence un ou plusieurs livres. La plupart du temps, c'est sur mon téléphone, au format EPUB. Bon, je reparlerai aussi de cette façon de lire dans un podcast ultérieur. Donc en fait, quand je lis, je prends des notes sur le téléphone tout en lisant. Et ces notes, je les prends sur l'application Obsidian. C'est une application assez simple de prise de notes, mais qui permet en fait d'accéder à ces notes ensuite de partout. Donc du téléphone, mais aussi de mes différents PC. Donc pendant mes lectures, je peux taper des idées qui me viennent à l'esprit ou copier-coller des passages entiers. Sinon, je peux aussi enregistrer des vocaux de réflexion, donc récupérer leurs transcripts et les coller dans Obsidian. Ça me fait ensuite des brouillons d'articles et je reprends ces brouillons que je retravaille avec l'IA. En fait, je retravaille donc ces brouillons au niveau du plan. En fait, je demande souvent à l'IA de prendre mes notes éparses et de me proposer un plan. Et ensuite, à partir du plan, je vais écrire les différentes parties. Et tout à la fin, je repasse mon texte entier dans l'IA pour déjà corriger ce qui est maladresse au niveau des formulations et améliorer la fluidité du texte. En résumé, je ne délègue pas ma pensée, je délègue une partie du travail répétitif et l'organisation, un peu comme si je déléguais aussi un relecteur, la relecture du texte avant publication. À part ça, les lectures, le choix de ce qui est important, les angles, la ligne éditoriale restent entièrement les miennes. L'IA agit comme un assistant ultra efficace. Elles me permettent d'aller plus vite, d'être plus clair et de produire plus sans que je perde le contrôle sur le fond. C'est exactement la même logique que de lire un essai de Michel Onfray sur Proudhon plutôt que les milliers de pages originales et imbitables que Proudhon lui-même a écrit. On bénéficie d'un filtre compétent pour aller à l'essentiel. Voilà, donc c'était juste une petite réflexion complètement annexe. D'une certaine manière, c'est aussi pour moi l'occasion de retester le mode enregistré avec un micro. Je commence à prendre mes aises avec cette façon de faire. Pour tout dire, en fait, là, j'ai toujours pas de pied de micro, donc mon micro est posé sur plusieurs gros livres, dont Sagesse et décadence de Michel Onfray, des gros pavés. Michel Onfray, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans des articles, mais c'est donc un philosophe, mais surtout un professeur de philosophie. Ça a été pour moi mon vrai professeur de philosophie. J'ai beaucoup aimé le premier livre que j'ai lu de lui sur l'athéisme, et ensuite je me suis plongé dans sa contre-histoire de la philosophie. Et au final, j'ai lu plusieurs dizaines de livres de lui qui sont toujours très intéressants. Bon, même si après, que j'ai des reproches à leur faire, surtout le fait qu'il a tendance à se répéter beaucoup. En fait, il écrit tellement qu'il y a toujours dans chacun de ses livres la moitié du livre qui a déjà été écrite dans les précédents. Bon, d'ailleurs, il a déjà traité de Proudhon dans la contre-histoire de la philosophie. Donc, ce nouveau livre sur Proudhon 20 ans après, en fait, répète en partie certaines des choses qu'il avait dit à l'époque. En tout cas, je conseille vivement Michel Onfray pour débuter une initiation à la philosophie, parce qu'en fait c'est bien plus simple de lire un auteur clair, compréhensible comme Onfray, puis un auteur d'aujourd'hui.
plutôt que de se plonger directement dans des auteurs plus complexes, déjà parce que bon, leur prose date, voilà, enfin, je sais pas si elle date par exemple je sais pas, du 15e siècle, du 17e siècle, c'est même pas le même français, donc ça devient compliqué. Puis en plus, voilà, enfin, Michel Onfray, il est pédagogue, quoi. Il explique de manière plus aisée à comprendre les sujets qu'il aborde en général, quoi. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'apprécier le Michel Onfray médiatique, ce qu'il écrit dans ses livres, absolument rien à voir. Voilà, bon, moi je dirais que j'aime les deux, hein. J'aime aussi l'écouter en interview, mais c'est surtout en fait ses textes, ses livres qui me passionnent. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, et à bientôt.